Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à l'ERTM. D'abord, la lecture du Conseil des ministres tenu ce matin sous la présidence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. À mes côtés sur ce plateau, Ibrahima Djombélé. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Nyanyan Aliou Traoré. Avec vous donc la lecture du Conseil. Eh bien tout à fait, c'est un plaisir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives, sur présentation du ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance. Par le présent projet de loi, le gouvernement, conformément à l'article 74 de la Constitution, demande à l'Assemblée nationale l'autorisation de prendre par ordonnance des mesures qui sont normalement du domaine de la loi dans la période comprise entre la date de la clôture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale et l'ouverture de la session ordinaire d'octobre 2014. Cette autorisation permettra au gouvernement d'adopter les mesures nécessaires dans le cadre de l'exécution de son programme. Sur présentation du ministre de l'Artisanat et du Tourisme, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant création de la Direction nationale du tourisme et de l'hôtellerie. 2. Un projet de loi portant création de l'Agence de promotion du tourisme au Mali, APTM. Le secteur du tourisme constitue l'un des piliers du développement durable de notre pays qui occupe une place importante dans l'économie nationale. Dans le cadre de la promotion de ce secteur en pleine croissance depuis quelques années, le gouvernement a fourni d'importants efforts pour faire de notre pays une attraction touristique sûre à travers la sauvegarde des sites, la réalisation d'infrastructures, la mise en place de structures d'encadrement, de gestion et de promotion du tourisme. Les activités touristiques au Mali sont encadrées par le ministère de l'Artisanat et du Tourisme à travers l'Office malien du tourisme et de l'hôtellerie OMATO. L'OMATO a été créé en 1995 en remplacement du commissariat au tourisme. Il a pour mission d'élaborer les éléments de la politique du gouvernement en matière de tourisme et d'hôtellerie et d'en assurer la mise en œuvre, de promouvoir au plan national et international les ressources touristiques de notre pays. L'Office malien du tourisme et de l'hôtellerie joue ainsi à la fois le rôle d'une direction nationale et d'une structure de promotion du tourisme, une situation unique dans la sous-région. Cependant, après plus d'une décennie d'existence et face aux difficultés rencontrées pour mener à bien les missions qui lui sont assignées, un audit institutionnel est réalisé en 2012 a recommandé sa mutation institutionnelle et sa restructuration. Par ailleurs, la prise en compte des exigences d'un développement communautaire intégré autour de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, impose une refonte structurelle de l'organe de mise en œuvre de la politique du tourisme au Mali. De même, le document de politique portant stratégie de développement du tourisme adopté par le Conseil des ministres en 2009 a recommandé une révision du dispositif organisationnel de l'OMATO. À cet effet, il est envisagé la réorientation de la mission de la structure vers la conception et le contrôle de la réglementation confiée à une direction nationale et la mission de promotion touristique et du développement de l'office confié à un établissement public à caractère administratif. Ainsi, il est proposé la création d'une direction nationale du tourisme et de l'hôtellerie ayant pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie et de veiller à en assurer la mise en œuvre d'une agence de promotion du tourisme ayant pour mission de promouvoir la destination Mali dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, secrétaire général, le général de brigade Mamadou Lamine Balo. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, chargé de mission, Madame Maïmouna El Oumourani Kamara, communicatrice. Inspecteur à l'inspection des services diplomatiques et consulaires, M. Sidiki Lamine Sow, conseiller des affaires étrangères. Ambassadeur du Mali à Alger, général de brigade, Naini Touré. Au titre du ministère du Développement rural, conseiller technique, M. Amadou Samake, ingénieur de l'agriculture et du génie rural. M. Paul Koulibaly, ingénieur de l'agriculture et du génie rural. Au titre du ministère de la Planification, de l'Aménagement du territoire et de la population,
Directeur national de la planification du développement, M. Mahamadou Zibo Maïga, planificateur. Au titre du ministère des domaines de l'État, des affaires foncières et du patrimoine, inspecteur à l'inspection des domaines et des affaires foncières, M. Ngolo Koulibaly, inspecteur des finances, M. Youssouf Koulibaly, magistrat. Au titre du ministère du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, directeur national de la fonction publique et du personnel, M. Amadou Fabé, administrateur civil. Au titre du ministère de l'Énergie, conseiller technique, Mme Terra Aminata Fofana, attachée de recherche, chargée des missions, Mme Sissé Inanyang, gestionnaire, M. Suleiman Kamara, juriste. Au titre du ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, chef de cabinet, M. Sidiki Kone, économiste. Au titre du ministère de l'Artisanat et du Tourisme, inspecteur à l'inspection de l'Artisanat et du Tourisme, M. Boubacar Nafogou, administrateur du Tourisme. Au titre du ministère des Affaires religieuses et du culte, conseiller technique, M. Habib Khan, professeur titulaire de l'enseignement secondaire. Au chapitre des communications, au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil des ministres a entendu une communication relative à l'évasion de détenus à la maison centrale d'arrêt de Bamako le lundi 16 juin 2014, profitant des travaux de plomberie au sein des cellules de la maison centrale d'arrêt. Le détenu Mohamed Ali Ag Wadoussen, dit Abou, poursuivi pour terrorisme, association de malfaiteurs, prise d'otages et séquestration, a tiré sur le surveillant de prison, l'adjudant Kola Sofara. Lors des événements, 23 détenus se sont évadés de la maison d'arrêt, 8 d'entre eux ont été retrouvés. Le gouvernement déplore la mort de l'adjudant Kola Sofara et des détenus. Les blessés ont été admis dans les centres hospitaliers. Une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. La recherche des personnes évadées se poursuit activement. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, le Conseil des ministres a entendu une communication du ministre de l'Éducation nationale relative au déroulement des examens du diplôme d'études fondamentales d'EF et du baccalauréat session de juin 2014. Les épreuves du DF session de juin 2014 se sont déroulées du mercredi 4 au vendredi 6 juin 2014 sur toute l'étendue du territoire national, sauf dans la région de Kidal. Au premier jour des examens, suite au constat de fuite des sujets, les responsables du ministère de l'Éducation nationale ont pris des dispositions au nombre desquelles le remplacement systématique des sujets pour les épreuves restantes. Ces mesures ont permis de circonscrire les effets de la fuite et d'éviter la remise en cause de la sincérité des examens. Des enquêtes ont été déclenchées pour situer les responsabilités et prendre les sanctions appropriées. Les épreuves du baccalauréat se sont déroulées du mardi 10 au vendredi 13 juin 2014 sur toute l'étendue du territoire national, sauf dans la région de Kidal. Suite à des rumeurs de fuite, il a été décidé de changer les sujets dans les centres d'examen. Le premier jour, les épreuves ont commencé dans certains centres en retard, mais elles ont démarré les jours suivants à l'heure indiquée. Au regard des dispositions prises et des renseignements recueillis à ce jour, les conclusions sont les suivantes. Il n'y a pas eu de fuite au bac, mais il faut reconnaître que certaines pratiques frauduleuses ont eu lieu dans certains centres. La sincérité des examens n'est pas remise en cause par ces situations dont les effets ont pu être circonscrits. Merci Ibrahima. Merci beaucoup et bonne suite. Ça va aller, non? Je l'espère. Toujours à Toulouba, l'ambassadeur du Royaume de Danemark en fin de mission dans notre pays a été reçu cet après-midi par le président de la République. Nous écoutons Anders Garli Andersen à sa sortie d'audience au micro de Mohamed Jara. Je remercie le président pour me voir, comme je quitte le pays prochainement. Nous avons pu échanger sur les très bonnes relations entre le Danemark et le Mali, entre le peuple danois et le peuple malien, et sur la coopération à venir. Comment se passe cette coopération à un moment où le Mali sort d'une crise? Je pense que le président a remercié le Danemark pour avoir resté ici pendant la crise.
Moi j'ai répondu que le Danemark était ici avant la crise, on était là pendant la crise et on sera là demain aussi. Le Mali a besoin du soutien de ses partenaires, vous quittez le Mali pour d'autres fonctions, vous serez le porte-parole de ce pays? Les Maliens restent dans mon cœur pour toujours et je suis sûr que je serai de retour ici au Mali. Et à présent, cette information à l'invitation du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, chef de l'État, son Excellence Monsef Marzouki, président de la République de Tunisie, effectue une visite de travail au Mali du 20 au 22 juin 2014. Le président Monsef Marzouki sera à la tête d'une importante délégation comprenant entre autres des membres du gouvernement tunisien, des représentants d'institutions, des hommes de culture et des opérateurs économiques. Au programme du séjour du président Monsef Marzouki dans notre pays sont prévues plusieurs activités dont une adresse à l'Assemblée nationale, la visite du musée national, la signature de conventions de coopération et une soirée culturelle. Les journalistes désireux de couvrir les différentes activités liées à cette visite de travail du président Monsef Marzouki dans notre pays sont priés de retirer leur accréditation à la direction de la communication et des relations publiques de la présidence de la République du Mali à Koulouba. Et toujours en parlant de l'arrivée demain vendredi du président de la République de Tunisie, Monsef Marzouki, le gouverneur du district de Bamako invite les populations des communes 4, 6 et 3 à sortir massivement et à réserver un accueil populaire et chaleureux à l'hôte de marque à partir de 17h. Le parcours va de l'aéroport Bamako-Sinou à l'hôtel Radisson en passant par le pont Fad et la bibliothèque nationale. Le gouverneur du district sait pouvoir compter sur l'esprit patriotique et le sens du djatigia des populations de la capitale. Un mot du vote hier à l'hémicycle de la motion de censure déposée par l'opposition. Comme vous le savez déjà, l'étau de la motion de censure s'est desserré autour du Premier ministre grâce à la confiance renouvelée de la mouvance présidentielle qui a fait échec à l'initiative de la motion de censure spontanée émanant de l'opposition. Processus d'une procédure qui aura duré une journée, synthétisée ici par Sori Ibrahima Keïta. À censure spontanée, rejet instantané. Les résultats donnent 24 bulletins blancs, or il aurait fallu les 2 tiers des votants. Donc la motion déposée est rejetée. Ici se referme, du moins pour le moment, ce que la majorité parlementaire considère comme la boîte de Pandore que l'opposition avait ouverte en tombant à bras raccourcis sur le Premier ministre et son équipe gouvernementale. Tout ce que nous faisons ici est un gain pour la démocratie. Du bémol, prône le président de séance, percevant la poussée d'adrénaline. Dans une motion de censure à 2 temps, les initiateurs se lancent dans une offensive tous azimuts. Objectif, gratter ou ça démange. Où va le Mali? Où va le Mali, monsieur le Premier ministre? La gestion chaotique et contestable de votre gouvernement a institué le mensonge comme principal instrument de gouvernance. Notre pays s'enfoncerait dans une crise économique, sociale, sécuritaire profonde, marquée par la malgouvernance et la quasi-absence de dialogue politique selon l'opposition. Non. Le Mali est en train de sortir de crise. Une crise à laquelle vous avez contribué à l'y enfoncer. Le Mali est présent sur l'échiquier international, mené par un président légitime, choisi souverainement par le peuple pour ce qu'il est, choisi par le peuple pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a donné. Pendant 8 heures d'horloge, majorité et opposition se succèdent au micro pour constater leur profonde divergence sur un chapelet de préoccupations majeures de l'heure. Kidal, école, finances publiques. À lire la motion de censure, de façon générale, on parle de précarité, de chômage, de pouvoir d'achat. Mais tout cela, ce n'est pas une génération spontanée. C'est un processus de liquidation du tissu économique qui n'a pas commencé aujourd'hui. Et c'est là où il faut rendre hommage au Premier ministre,
c'est lorsque ici, devant cet hémicycle, il a annoncé sa volonté de rompre avec le passé. Si Kidal est devenu un fonds de commerce pour certains d'entre vous, ce n'est pas le cas pour nous. Nous sommes à la tête de ce pays pour faire en sorte que l'ensemble du Nord soit pacifié et au bénéfice de tous. Dialogue des sourds aussi, quant au bien fondé ou à l'opportunité de la présente motion de censure. L'opposition s'est un peu trompée de cible. Tantôt on a même l'impression que c'est le président de la République qui est visé, tantôt on a l'impression que c'est le gouvernement. Et c'est pour ça que le plus souvent on pense que l'opposition est dans une logique de déstabilisation. Idem pour la question de démission du Premier ministre, un autre cheval de bataille de l'opposition. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement n'est assurément pas à la hauteur des tâches à lui confier. Pour le salut du peuple, vous devez tirer les conséquences de cette situation en présentant tout simplement votre démission. Je ne démissionnerai pas. Ce pays-là, on va le construire. Ça va être difficile, ça va être compliqué, mais on va le construire, Inch'Allah. Le Premier ministre Mara tend plutôt la main à tous pour la gestion concomitante de 3 dossiers brûlants: la rébellion, le terrorisme, la drogue. La motion de censure, cette procédure qui tombe en désuétude dans certaines démocraties modernes, semble se donner une nouvelle vie dans la nôtre pour tirer la sonnette d'alarme. Et là, la tonitruante motion de censure fera date. Justement, à la fin des débats, le Premier ministre Moussa Mara a appelé à l'union sacrée pour faire face à 3 défis, à 3 menaces dont les enjeux dépassent un gouvernement et même une législature. Écoutons le chef du gouvernement, des propos recueillis par Sori Ibrahima Keïta. Notre pays a besoin d'unité quand l'essentiel est en jeu. Besoin d'entente et de collaboration entre les acteurs politiques, de la société civile, entre toutes les composantes de la nation pour faire face à 3 fronts majeurs qui conditionneront notre avenir immédiat. Le premier est celui de la rébellion, des groupes armés aux motivations politiques qui doivent sentir l'unité de tous les Maliens pour aller vers un pays pluriel, divers mais uni, dans un cadre où l'intégrité du territoire sera à jamais garantie par notre ferme résolution, nous tous, les 15 millions de Maliens, à mourir pour le Mali s'il le faut. Cet esprit de sacrifice, cette détermination seront garantis par notre unité. Le second front, beaucoup plus difficile, beaucoup plus redoutable et qui nécessitera plus d'efforts et plus de sacrifices de tous, y compris les rebelles de nouveau accueillis dans la République, à la suite d'accords de paix inclusifs et globaux, est celui du terrorisme à consonance religieuse. Tous ensemble, unis, main dans la main, nous devons dire à ces assassins illuminés que leur combat n'est pas le nôtre, que leur vision de l'humanité et de l'islam n'est pas le nôtre, que nous n'avons rien à voir avec leurs sources de frustration et rien à apprendre de leur doctrine. Tous ensemble, unis main dans la main, nous devons être prêts à mener un combat sans merci contre les voleurs, violeurs, mutilateurs, bandits sans foi ni loi et les bouter hors de notre territoire. Ce combat, qui prendra du temps, nous le gagnerons si nous sommes ensemble. Le troisième défi, plus insidieux encore que le séparatisme et le terrorisme, plus difficile à combattre car moins visible, plus sournois, mais avec des conséquences violentes et durables, est celui de la drogue et des mafias qui en sont les commanditaires. Mafias qui savent infiltrer et corrompre la justice, la police, la gendarmerie, les partis politiques, les décideurs, souvent à des niveaux insoupçonnés,
et qui finissent par corrompre l'État et à le transformer en narco-État, détruisant tout espoir de paix, de sécurité, d'unité et de développement, détruisant la société et la nation. La drogue est plus grave que le terrorisme, plus grave que la rébellion. Elle a déjà pénétré notre société et nos centres de décision. Il est encore temps de la combattre. Mes chers compatriotes, honorables députés, uniquement si nous sommes unis, déterminés, motivés pour ce faire. Ces enjeux dépassent un gouvernement, ces enjeux dépassent une personne, ces enjeux dépassent même une législature. Nous devons être capables de les appréhender justement et de nous donner la main pour y faire face. Le Mali n'a jamais été aussi menacé qu'aujourd'hui, rassurez-vous. Sachons le sortir de ces difficultés, ensemble, comme cela fut déjà le cas il y a presque 800 ans, quand les sages du Mandé se sont unis face à la menace du Soso pour invoquer leurs ancêtres, unir leurs forces, taire leurs divergences, se donner la main sous l'égide d'un de leurs dignes fils et chasser l'ennemi pour préserver le pays. Sauvons le Mali. Ensemble, sauvons le Mali. Sauvons le Mali encore une fois. L'éducation, l'IHM a procédé ce matin au lancement de son programme de bourse pour les étudiants méritants. Les partenaires de l'Institut financent 24 étudiants issus de familles aux revenus modestes. Le reportage de Moussa Fani. Ils sont 24 lauréats, dont 8 filles à bénéficier de la bourse pour les étudiants méritants de l'Institut de hautes études en management IHM. La bourse concerne les bacheliers brillants âgés de 22 ans ou plus issus des milieux défavorisés. Le financement est assuré par les partenaires de l'IHM. Cette bourse permet aux jeunes bacheliers de recevoir une formation supérieure de qualité à l'IHM. À travers une éducation de qualité, nous voulons construire les futurs constructeurs de nations, les futurs bâtisseurs de paix, nourris à la sève des valeurs qui font notre credo commun. Au nom de ces valeurs, je voudrais mettre l'accent sur le travail, le professionnalisme, la solidarité, la tolérance. Les jeunes étudiants se réjouissent de l'accompagnement des partenaires et des parrains. Un accompagnement qui, selon eux, devra leur permettre de bien poursuivre les études. Nous avons l'espoir. Nous savons que grâce au travail, nous allons avoir l'appui non seulement des responsables, mais aussi des entreprises. Donc cela peut nous permettre de rêver d'un Mali fort, uni et prospère. Le Premier ministre Moussa Mara a invité les étudiants à l'excellence pour servir le Mali. Je voulais me tourner vers les jeunes bénéficiaires, leur demander de continuer à être dans l'excellence et dans la performance. Être toujours les meilleurs dans ce qu'ils sont en train de faire pour qu'ils puissent se montrer à la hauteur de la confiance et de la solidarité dont ils ont été les bénéficiaires, mais qu'ils puissent aussi servir d'exemple pour leurs petits frères, leurs petites sœurs, que d'autres jeunes suivent la même voie. Ces jeunes sont parrainés pour 3 ans d'études pour obtenir une licence en fin d'études dans des filières comme la finance, la comptabilité, le management et la gestion des ressources humaines. Les partis politiques souhaitent la tenue des communales et des régionales après le mois d'octobre 2014. Les formations politiques demandent aussi la prise en compte de plus de 2 millions de nouveaux majeurs domis du fichier électoral biométrique. Demande faite au cours de l'atelier du cadre de concertation sur l'organisation des prochaines élections. Moïse Traoré nous fait le point. Les partis politiques demandent le report des élections communales et régionales. Les représentants des partis politiques acceptent le principe du couplage des élections communales et régionales. Si nous situons dans la perspective de la tenue des élections communales et régionales au-delà du 26 octobre, la révision exceptionnelle des listes électorales est sans objet. La CENI, les représentants des partis politiques et de l'administration ont convenu de mener une réflexion dans les prochains jours et présenter les résultats.
Départements de tutelle et partis politiques conviennent de la prise en compte de plus de 2 millions de nouveaux majeurs et d'omis. C'est une préoccupation et du ministère et de la classe politique. La prise en compte des nouveaux majeurs va nécessiter un certain nombre de temps que les techniciens ont évalué entre 8 et 9 mois. L'atelier avait été décidé après 2 premières rencontres. On risque de nous retrouver un jour avec 3 millions de nouveaux majeurs qui ne pourront pas voter. Donc il faut gérer ce problème-là. Puisque le mal étant déjà connu, il faut aller tout droit. La problématique de la sécurisation des gens du Nord, ils doivent participer à ces élections. Nous pensons qu'il était sage pour nous de nous entendre sur le fait qu'il faut nécessairement reporter les élections. Partis politiques et ministères ont convenu de se retrouver le 3 juillet pour approfondir le débat. Direction New York, où le chef de la diplomatie malienne était à la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies. Abdoulaye Diop demande l'accompagnement de tous les partenaires du Mali et un nouveau mandat plus fort de la MINUSMA. Depuis New York, le compte-rendu de notre envoyé spécial Salif Sanogo. La marche vers la paix peut s'avérer longue et avec de nombreux obstacles à franchir. Comme un marathonien, il s'agit de s'armer de patience et de détermination. Une détermination dont a fait sienne le chef de la diplomatie malienne. À New York, avant de prendre part aux travaux du Conseil de sécurité, Abdoulaye Diop a tour à tour rencontré les ambassadeurs des pays membres de l'instance onusienne. Des échanges destinés à expliquer la position du Mali, mais aussi et surtout ses attentes dans le cadre du nouveau mandat de la MINUSMA. Nous avons demandé que le mandat puisse être renforcé, mais surtout clarifié, avec vraiment une définition claire des rôles des uns et des autres, mais aussi des objectifs précis. Et je crois que dans ce cadre, nous avons souhaité que la mission MINUSMA puisse être davantage déployée dans le nord du pays, là où il y a vraiment des dangers réels. Et je pense que nous avons souhaité aussi dans le cadre de ce déploiement que les unités puissent se déployer aussi au-delà des agglomérations urbaines, pour permettre de prendre en charge les menaces et les forces hostiles, pour vraiment pouvoir mieux prendre en charge ces groupes-là et assurer la sécurité. Et nous avons souhaité que des patrouilles conjointes puissent être organisées entre MINUSMA et les forces maliennes pour davantage sécuriser la zone. Je pense qu'au-delà même dans le cadre du mandat actuel, qui est un mandat de chapitre 7, si un certain nombre de moyens sont mis en place, il est possible d'avoir une présence beaucoup plus active et beaucoup plus robuste. Inclusivité, transparence, coordination et cohérence, tels sont les maîtres mots qui dessinent les contours de la marche du Mali vers la paix. Une conviction réaffirmée avec force devant les membres du Conseil de sécurité par le ministre Abdoulaye Diop. Aujourd'hui, nous entrons dans une phase active par rapport au processus de dialogue. Nous étions à Alger ces derniers jours, nous avons pris bonne note de la plateforme et de la déclaration qui ont été adoptées par les 6 groupes armés, qui se situent aussi dans le cadre des lignes rouges qui sont clairement tracées par le gouvernement du Mali, à savoir le respect de l'intégrité territoriale du Mali, de sa souveraineté nationale, du caractère laïque de la République et de l'unicité d'État. Et nous sommes disposés, dès le mois prochain, à engager un dialogue direct sous la facilitation algérienne pour pouvoir vraiment arriver à un accord de paix durable. Des propos qui ont eu des échos favorables ici et qui feront dire à Hervé Latsou qu'aujourd'hui, il est indispensable que l'ensemble des partenaires bi- et multilatéraux du Mali puissent avoir une approche cohérente. Le chemin qui mène à la paix est certes parsemé d'embûches, mais la voie est d'ores et déjà bien balisée. Les travaux de la 99e session du Conseil des ministres ACP et de la 39e session du Conseil des ministres ACP-UE se déroulent cette semaine à Nairobi, au Kenya. Les ministres des 79 pays ACP ont adopté une déclaration. Ils condamnent avec la plus grande fermeté les actes de violence perpétrés du 17 au 21 mai à Kidal et l'attentat suicide du 11 juin. Les ministres ont également invité le Conseil de sécurité des Nations Unies à renforcer le mandat et les effectifs de la MINUSMA pour lui permettre d'assurer d'une manière plus effective sa mission de sécurisation
et de stabilisation. Ici, au Mali, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a lancé ce matin les activités de la politique et du plan multisectoriel de la nutrition, un programme dont le coût de réalisation s'élève à plus de 300 milliards de francs CFA pour 5 ans. Le reportage de Youssouf Diakité. Améliorer les performances du Mali en matière de nutrition. Là, toute la substance de ce programme conjoint intitulé Politique et plan d'action multisectoriel et nutritionnel dont le coût de réalisation s'élève à plus de 300 milliards de francs CFA pour 5 ans. Le programme en question est soutenu par l'OMS, l'UNICEF, la FAO et le Programme alimentaire mondial. Les causes de la malnutrition sont diverses et concernent quasiment tous les aspects de la vie. La santé, l'éducation, l'alimentation, les moyens de subsistance, l'eau et l'assainissement, la protection sociale et le renforcement du rôle des femmes. La santé des mères et des enfants, notamment des nouveau-nés, est la priorité absolue du Canada en matière de développement international. Le Canada vient tout juste de tenir à Toronto un sommet international pour inciter les dirigeants mondiaux à l'action afin que cette question demeure une priorité globale. La résolution des problèmes nutritionnels passe par le changement de comportement en matière d'alimentation, de nutrition, d'environnement, de santé et surtout d'éducation. Le gouvernement du Mali, en organisant ce forum de nutrition, s'inscrivait dans l'élan international qui reconnaît la lutte contre la malnutrition comme une condition préalable au développement. Tous ont prôné la conjugaison des efforts en vue de faire face de façon harmonieuse aux défis nutritionnels qui se posent au Mali. En santé, bientôt la région de Caille disposera d'un centre de lutte contre la drépanocytose. La bonne nouvelle a été donnée ce matin à la cérémonie commémorative de la Journée mondiale de lutte contre cette maladie. Ramata Konaté, reportage. Au Mali, la 6e édition de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose fait un zoom sur les problèmes liés à la prise en charge de cette maladie. Au début de cet exercice, l'état des lieux. En 2010, on avait 900 cas et aujourd'hui, on a plus de 4000 cas de drépanocytose suivis régulièrement. Les difficultés, c'est à plusieurs niveaux. D'abord, c'est un centre qui est unique, c'est à Bamako, l'accès est difficile. La santé, elle n'est pas gratuite. Je trouve qu'effectivement, les frais sont un petit peu au-dessus des possibilités de l'ensemble des malades. La drépanocytose est encore méconnue, bien qu'elle soit la maladie génétique la plus répandue dans le monde. Selon l'OMS, près de 500 000 enfants naissent atteints de drépanocytose chaque année. 50% d'entre eux n'atteindront jamais leur 5e anniversaire. Pourtant, cette maladie se soigne par la prévention et une prise en charge médicale adaptée. Pour l'instant, on est à des étapes de réflexion pour faire en sorte que, effectivement, cette décentralisation soit. On sait maintenant que le centre de Caille va être créé cette année. L'ensemble des éléments sont mis au point. On pense que peut-être l'année prochaine, le centre de Mopti aussi. Et progressivement, on va créer des unités au niveau des autres structures, notamment de Bamako. Il faut poursuivre la sensibilisation de la population, la sensibilisation du personnel, l'intervention des partenaires pour aussi appuyer fortement la prise en charge de la drépanocytose. Un lot de médicaments a été remis au Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. Ouverture ce matin au bureau du médiateur de la République de la réunion d'évaluation à mi-parcours des conclusions issues de la 18e session de l'espace d'interpellation démocratique de l'année dernière. Il s'agira pour les participants de donner une impulsion nécessaire à la mise en œuvre de ces interpellations, nous dit Daouda Sidiki Diarra. Exercice de réflexion pour donner l'impulsion nécessaire à la mise en œuvre des interpellations et conclusions issues de la 18e session de l'espace d'interpellation démocratique de décembre dernier. C'est à cela que s'attellent les représentants de tous les départements ministériels au cours de la présente réunion. Depuis 1996, quand on a commencé, jusqu'à aujourd'hui, on a tiré évidemment les leçons
de ce qui s'est passé. Et parmi les nouvelles méthodes que vous aurez à examiner d'ailleurs, il y a cet atelier d'évaluation. Les recommandations ont demandé au médiateur de ne pas attendre la fin de l'année pour faire l'évaluation des suivis des recommandations d'une session, mais de le faire de façon périodique au courant de l'année. L'espace d'interpellation démocratique vise à renforcer de façon pédagogique l'ancrage de la culture démocratique et de l'état de droit, d'impulser de façon significative la politique de protection des droits et libertés des citoyens. L'espace d'interpellation démocratique peut se tenir à Bamako ou sur tout autre lieu du territoire national sur décision du médiateur de la République. Journée mondiale des réfugiés, c'est demain, 20 juin. Le thème retenu, une famille déchirée par la guerre, c'est déjà trop. En prélude à l'événement, le représentant du HCR au Mali, Ousseynou Compaoré, nous parle des enjeux. Il est au micro de Lamine Keïta. La journée mondiale des réfugiés est placée sous le thème « Une famille déchirée par la guerre, c'est déjà trop ». Comme le thème le dit lui-même, les guerres à travers le monde déchirent des millions de familles. Et la communauté internationale, les humanitaires, s'activent à trouver des solutions pour prendre en charge ces millions de familles qui sont déchirées, sans compter les affres que vivent ces familles-là. Nous devons tout faire, les dirigeants du monde, les humanitaires, tout le monde doit se réveiller et faire en sorte que les guerres cessent afin que tout le monde puisse vivre en paix. Et dans le cadre de la célébration du 16 juin, la journée de l'enfant africain, Plan Mali a lancé une caravane médiatique intitulée 10 jours à investir dans l'éducation des filles. Nos envoyés spéciaux sont Tcheye Kamara et Khadija Toukouni. Investir dans l'éducation des filles, c'est contribuer à leur épanouissement. C'est pourquoi Plan Mali a initié le projet de protection de l'enfant, appui à la promotion des initiatives en faveur d'abandon de la pratique de l'excision. En partenariat avec ERAD, ce projet de Plan Mali a pu convaincre 20 villages du cercle de Kita à abandonner complètement le couteau de l'excision. La caravane médiatique de Plan Mali a sillonné donc 2 de ces villages. À Karaya Kouroudjou, les initiateurs du dit projet se disent très satisfaits des résultats obtenus. Actuellement, nous pouvons dire que nous n'avons pas de problème majeur à diffuser les messages, mais au départ c'était un problème parce que qui connaît l'excision, nous connaissons tous que c'est une pratique traditionnelle qui est ancrée dans nos coutumes. Enlever ça dans la maternité déjà, c'était pas facile. Grâce à ce projet, les femmes et les hommes de ce village discutent aujourd'hui sans problème des méfaits de l'excision sur la santé de la jeune fille, chose qui est restée très longtemps tabou. Nous avons beaucoup appris sur l'effet de l'excision grâce aux causeries débats. Aujourd'hui, dans notre ville, nous en discutons avec l'imam, les chefs de village et même les hommes qui étaient contre l'abandon de cette pratique. 20 femmes de plus ont décidé de rejoindre celles qui ne pratiquent plus l'excision. La caravane de Plan Mali a été également témoin de la signature de convention d'abandon de la pratique de l'excision du village de Karaya Kofulabé. Dans ce village, le taux lié aux décès maternels et infantiles était très élevé à cause de ce fléau. Grâce aux sensibilisations de Plan Mali et de ERAD, le village de Karaya Kofulabé, avec ses 863 habitants, a accepté cette signature de convention. Voilà, c'est la fin de ce journal. Demain, la grande édition du soir sera une présentation de Aïssata Ibrahim Maïga. Et pour les éditions matinales, retrouvez Amadou Sankari. Grand merci à nos téléspectateurs de Bamako. Bonsoir et bon match. C'est tout de suite.